Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une action américaine que vous connaissez probablement qui est dans le domaine des semi-conducteurs puisqu'il s'agit de Texas Instruments. Comme d'habitude, cette analyse sera découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons la société et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée en ce moment. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Texas Instruments. C'est donc une société américaine qui est cotée au Nasdaq, elle a pour ticker TXN, elle a une capitalisation de 184 milliards de dollars, elle n'est donc pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 2,48%, ce qui est relativement conséquent, surtout pour une entreprise de la tech, et elle est donc du coup dans le secteur de la tech. L'histoire de la société commence en 1930, donc il y a quasiment 100 ans, avec la fondation de Geophysical Services Inc., spécialisée dans la fabrication de matériel électronique pour l'industrie anti-sismique et pour l'industrie de la défense. En 1951 a eu lieu la réorganisation de la société qui devient alors Texas Instruments. En 1954, elle produit le premier transistor à base de silicone. En 58, elle invente les premiers circuits intégrés. Et en 70, elle commercialise la première calculatrice portable de l'histoire. En 1987, elle invente le premier Digital Light Processing Device, donc DLP chip. En 1990, elle commercialise la calculatrice TI-81 qui deviendra rapidement la référence dans le domaine des calculatrices. En 1997, elle vend totalement sa filiale de la défense à Raytheon Company. En 2011, elle rachète National Semiconductor et en 2024, la société fait face à plusieurs difficultés, mais notamment une chute drastique des niveaux de free cash flow dont on va reparler plus tard. Et donc le fonds activiste Elliott Investment qui est investi dans la société a publié une lettre au board de Texas Instruments et on va revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo également. Au niveau des ventes par activité de la société, on retrouve le segment analogue avec 74% des ventes, puis le segment embedded avec 19% des ventes et 7% sur le reste. Au niveau des ventes par région, on a 33% aux États-Unis, 26% sur l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, 19% en Chine, 10% dans le reste de l'Asie, 10% au Japon et 2% dans le reste du monde. Avant de passer directement à Texas Instruments, il faut faire un petit point rapide sur l'industrie des semi-conducteurs qui est une industrie qui est relativement fragmentée avec plein d'acteurs différents qui ont chacun un rôle bien spécifique. On retrouve par exemple ASML sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo qui est dans la catégorie Capital Equipment, donc qui va fournir des machines pour les foundries dans lesquelles on retrouve par exemple TSMC, Samsung ou encore Intel qui eux vont fabriquer les puces directement. Et on a également une catégorie qui s'appelle Integrated Device Manufacturer ou IDM qui eux regroupent un peu toute la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois designer, fabriquer, produire et commercialiser leurs puces. Et dans cette catégorie, on retrouve Texas Instruments, on retrouve également un concurrent Analog Device, on retrouve Intel, IBM, NXP, Micron et d'autres entreprises que vous connaissez probablement. Au niveau des produits que vend Texas Instruments, elle vend notamment majoritairement des puces analogiques, donc dans la catégorie analogue. Donc des puces analogiques, ce sont des puces qui permettent de traiter des signaux analogiques, donc des signaux du monde réel, comme le son, la lumière, la température, l'humidité, etc. Ensuite, on a Embedded, qui sont des systèmes d'électronique embarqués et intégrés dans un appareil pour accomplir des tâches spécifiques. Donc ça peut être des puces intégrées dans une voiture, dans des appareils électroménagers, des équipements industriels, des puces destinées à l'industrie de l'IoT, etc. Et ensuite, on a le segment autre avec la vente d'autres produits tels que les calculatrices de Texas Instruments ou encore les DLP utilisés pour projeter des images. Il y a plusieurs marchés différents, donc les marchés finaux que dessert Texas Instruments. On retrouve notamment le marché de l'industrie, avec divers secteurs de l'industrie comme les thermostats intelligents, les serrures intelligentes, les capteurs de mouvement, d'humidité, de température, mais aussi les moteurs, les lignes d'assemblage robotisées, etc. Ensuite, on a l'automobile, avec notamment tout ce qui va être conduite autonome, tout ce qui va être véhicule électrique et hybride, qui embarque beaucoup de systèmes embarqués, notamment de sécurité, d'éclairage, etc.
Ensuite, on a l'électronique personnelle avec tout ce qui va être puces qui sont présentes dans les téléphones, les PC, les télés, les imprimantes, les tablettes et j'en passe. Les équipements de communication avec tout ce qui va être équipement Wi-Fi, radio et tout ce qui va être communication sans fil. Les systèmes d'entreprise avec les data centers, les projecteurs ou les machines spécifiques. Et enfin autres avec, comme on a dit, les calculatrices de Texas Instruments et quelques autres produits. Au niveau des concurrents, le marché des puces analogiques et embarquées est un marché très fragmenté et relativement concurrentiel avec un CAGR prévu d'environ 7,2% jusqu'en 2029 de la part de Mordor Intelligence. Donc on a un marché qui est en croissance et qui va être en forte croissance jusqu'en 2029. Mais par contre, on voit que Texas Instruments fait face de plus en plus à la concurrence, notamment de la part de la Chine, qui recentre sa position de semi-conducteur sur son territoire, mais aussi de la part d'autres acteurs comme Analog Device aux États-Unis ou NXP aux Pays-Bas. Et Texas Instruments perd des parts de marché depuis 2015, puisqu'elle est passée sur le segment des puces analogues d'environ 18,4% de parts de marché à 16,1% en 2023. Au niveau du management de la société, on retrouve Aviv Ilan au poste de CEO depuis 2023, en sachant qu'il a intégré la société en 2021, donc il est arrivé très récemment. Ensuite, on a Ahmad Bahaï au poste de CTO depuis 2011, Raphaël Lizardi au poste de CFO depuis 2001 et Cathy Kane au poste de CLO depuis 2012. Au conseil d'administration, on retrouve Aviv Ilan qui est également président du conseil d'administration depuis 2021, Richard Templeton qui est chairman et qui était l'ancien CEO depuis 2003, Mark Blin qui est member depuis 2013 et Todd Bluedorn qui est chairman depuis 2017. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne principalement intéressante avec majoritairement des institutionnels, des fonds d'investissement classiques. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et pour ça, vous avez l'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Vous aurez bien évidemment les liens en description ainsi qu'un code de réduction qui s'affichera à l'écran qui vous donnera moins 10% sur le premier mois. Première chose que l'on peut vérifier pour Texas Instruments, c'est si elle surperforme ou pas le S&P 500 et on voit qu'en total return, elle surperforme légèrement le S&P 500 depuis 5 ans et sur les 10 dernières années, elle surperforme également largement le S&P 500, même si on voit que depuis 2021, elle a eu une croissance relativement modeste. Mais j'ai envie de dire c'est le cas de beaucoup d'entreprises en ce moment. On voit qu'elle a quasiment le double de CAGR par rapport au S&P 500 et une très bonne linéarité avec 0,97. Au niveau de la note quantitative, on a une note de 12 sur 20, on a des très bons retours sur capitaux avec un ROIC de 38%, on a des marges qui sont également très bonnes avec une marge opérationnelle de 36%, une marge nette de 33%, par contre on a une marge free cash flow très mauvaise de 9%, mais ça on va revenir sur les free cash flow juste après, et on a un pourcentage de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow qui est très élevé de 77%, on va revenir dessus également juste après. Au niveau de la croissance, on voit que la croissance du chiffre d'affaires est pas terrible. Pour une entreprise des semi-conducteurs, on a seulement 6,4% de croissance sur les 10 dernières années et on a une prédictibilité de 91%. Au niveau de la croissance des EPS, on a eu 15,5% sur les 10 dernières années. Par contre, au niveau des free cash flow, on a vraiment une très mauvaise croissance de 2,2%. Mais vous allez voir, juste après, on va voir la lettre d'Elliott Management et vous allez comprendre que ce chiffre n'est pas forcément significatif de l'historique de Texas Instruments. Au niveau du dividende, par contre, on a un sans faute avec 18% de croissance sur les 10 dernières années et 21 années d'augmentation consécutive du dividende. Donc ça fait de Texas Instruments un quasi-dividende aristocrate à 4 ans près. On a des dettes qui sont relativement correctes avec 1,77 de ratio dette sur EBITDA, mais par contre on a un payout ratio qui est très élevé et ça s'explique notamment par la baisse des free cash flow. Si on passe maintenant à l'onglet quantitatif, on voit qu'en termes de revenus, de croissance du chiffre d'affaires, c'est pas terrible puisqu'on a eu 2 années de baisse en 2019-2020 et vous voyez qu'on n'est plus sur les plus hauts historiques puisqu'en 2023 on a eu une nouvelle année de baisse et on voit qu'on a plusieurs périodes de stagnation, notamment 2014, 2015, 2016 et 2019, 2020 où on a eu des périodes relativement plates. Au niveau des earnings, donc des earnings per shares, ici c'est déjà mieux que les revenus, mais on a eu pareil une baisse en 2023 et aussi une baisse en 2019. Et ensuite au niveau des free cash flow, là par contre c'est une catastrophe puisqu'on voit qu'on n'a quasiment pas eu de croissance depuis 2018 et également en 2023 on a eu une baisse drastique des free cash flow et ça s'explique notamment, vous le voyez ici, par la hausse énorme des dépenses en capex, tout simplement parce que l'entreprise prévoit de construire 6 nouvelles usines sur le territoire américain d'ici 2026 et ça forcément ça fait exploser les dépenses en capex, ça diminue les free cash flow et donc l'entreprise a beaucoup moins de cash.
Par contre, on peut remarquer que les marges ont été en augmentation sur 10 ans, puisqu'elles sont passées de 30%, en tout cas la marge opérationnelle est passée de 30% en 2014, et elle est aujourd'hui à 41%. Donc ça c'est très positif, même si on voit qu'il y a eu une baisse en 2023. Les retours sur capitaux sont également globalement en hausse dans le temps, même si en 2023 on a eu une baisse, mais 2023 a été une année vraiment catastrophique avec plusieurs facteurs combinés, à la fois le ralentissement du marché des semi-conducteurs dans son ensemble, mais également la chute des free cash flow avec l'augmentation des dépenses en capex. Au niveau du dividende, par contre, on voit que c'est un sans faute, on a une très belle croissance de la part de Texas Instruments, mais attention parce que si les free cash flow tendent à trop diminuer, le dividende ne sera pas soutenable par l'entreprise. Ensuite, au niveau des actions en circulation, ici on a une très belle diminution, à savoir que Texas Instruments est un champion du rachat d'actions puisqu'elle a diminué de 47% le nombre d'actions en circulation depuis 2006. Et si on se met sur les rachats d'actions, on voit par contre qu'ils ont vraiment diminué en 2023. Forcément, l'entreprise n'a quasiment plus de cash à investir, donc elle ne rachète plus beaucoup d'actions. Et au niveau de la dette, par contre, on voit qu'elle a également augmenté en 2023. Donc attention, tous ces points sont à surveiller pour Texas Instruments. Maintenant, si on passe à l'onglet concurrents, forcément, on retrouve tous les grands noms des semi-conducteurs, Nvidia, TSMC, etc. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est notamment Analog Device, qui est un concurrent direct avec 11,5 sur 20. On retrouve également le néerlandais NXP Semiconductors avec 12 sur 20 et Infineon Technologies, l'allemand, avec 10 sur 20. Et juste avant de passer à la suite, on va s'arrêter juste un peu sur la lettre d'Elliott Investment Management, qui est donc un fonds d'investissement new-yorkais, qui est un fonds considéré comme activiste. Donc un fonds activiste, c'est un fonds qui va directement être impliqué dans la gestion des entreprises dans lesquelles il investit. Et Elliott Investment Management a rédigé une lettre au board de Texas Instruments, notamment suite à la chute des free cash flow et à l'augmentation des capex, qui a été très inquiétante et qui a inquiété surtout beaucoup de fonds d'investissement qui étaient investis dans Texas Instruments. Donc ici, on va pas lire intégralement la lettre, rassurez-vous, mais on va regarder, vous allez voir quelques graphiques qui sont très intéressants. Notamment ici, on voit les revenus par entreprise du secteur. Donc on voit que Texas Instruments est vraiment le leader, suivi de Analog Device. Ensuite, on a Qualcomm et on retrouve également NXP ici, donc le néerlandais. Ici, vous voyez les différentes marges des différents acteurs des semi-conducteurs. Donc on voit que Texas Instruments a vraiment de très belles marges. Derrière TSM et Nvidia, on retrouve également ASML ici à ce niveau-là. Donc ici, vous pouvez voir, c'est intéressant, ça nous montre la capacité de production de Texas Instruments par rapport au deuxième du marché en fonction de la zone géographique. Vous pouvez voir que Texas Instruments a 85% de sa capacité de production aux États-Unis et 47% de sa capacité de production globale en dehors de la Chine et de Taïwan. Ensuite, ici, on voit un graphique très intéressant qui nous montre l'évolution de la dépense en capex et on voit que les capex ont été relativement faibles dans l'histoire de Texas Instruments, variant de 6 à 4%. Alors ici, on est par rapport au chiffre d'affaires, on n'est pas par rapport à l'operating cash flow, mais on voit que depuis 2021 et en particulier 2023-2024, les dépenses en capex par rapport au chiffre d'affaires ont explosé et ont atteint aujourd'hui 32% du chiffre d'affaires, comme on le voit ici. Et on voit ici donc les annual free cash flow per share, donc les free cash flow par action de la société. On voit qu'ils ont été vraiment très bons par le passé, avec une très belle augmentation jusqu'en 2021-2022, mais par contre en 2023-2024, les free cash flow par action se sont vraiment effondrés, passant à des niveaux très très bas et à des niveaux même inférieurs à ceux de 2007. Et ici, vous pouvez voir le point notamment qu'expose Elliott Management dans la lettre, c'est que les dépenses en capex, donc les dépenses qui visent à augmenter la capacité de production, en fait, visent à augmenter la capacité de production, mais de manière supérieure à la demande. Puisque vous pouvez voir ici que la capacité de production prévue de Texas Instruments à horizon 2026-2030 est 50% au-dessus du consensus de la demande attendue du marché. Donc ça veut dire que Texas Instruments serait probablement en train de trop investir dans sa capacité de production et aurait une surproduction, ce qui impacterait évidemment largement négativement sa rentabilité, mais également elle aurait beaucoup de stocks qu'elle ne pourrait pas vendre à cause de cette surcapacité de production. Également ici, on voit que sur la période 2006-2019, les free cash flow par action ont eu un CAGR de 17%. Donc vous pouvez voir que historiquement, l'entreprise a eu de très très bons free cash flow, mais que depuis vraiment les dernières années, ça s'est affaibli, ça s'est même effondré, et aujourd'hui les free cash flow sont vraiment au ras des pâquerettes avec une croissance catastrophique. Et maintenant, passons à l'analyse fondamentale de la société. Et comme d'habitude, on va commencer par les forces. Premier point, elle a une position de leader sur le marché des semi-conducteurs, notamment spécialisée dans les puces analogiques. Ensuite, sa verticalité, puisque Texas Instruments possède les capacités de production de ses puces, ce qui la distingue de ses concurrents, et elle design, elle fabrique et elle commercialise elle-même l'intégralité de ses puces.
Elle est également très diversifiée sur plus de 80 000 produits différents et 100 000 clients différents, et elle est peu concentrée sur ses plus gros clients, puisque le top 100 de ses clients représente moins de 40% de ses revenus. Et également, les puces analogiques sont plus résilientes que les autres, car moins soumises à l'innovation et au risque de disruption globale que les GPU ou les CPU, par exemple. Au niveau des faiblesses de la société, c'est une entreprise qui est cyclique, puisque forcément elle évolue dans l'industrie des semi-conducteurs, qui est elle-même cyclique, et en plus elle est exposée à des marchés cycliques comme l'industrie ou l'automobile. Elle a d'énormes dépenses en capex après le plan de construction de 6 nouvelles usines aux États-Unis, qui semblent être largement, donc 50%, au-dessus des prévisions de la demande pour 2026-2030. Il y a également une croissance du chiffre d'affaires modeste pour une entreprise des semi-conducteurs, avec seulement 6,4% de croissance médiane du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, comme on l'a vu. Les free cash flow ont chuté de 75% depuis 2022 suite à l'augmentation des capex, et la philosophie long terme et free cash flow centrée du management, notamment de l'ancien CEO Templeton, n'est plus appliquée ces dernières années. Ensuite, au niveau des opportunités, il y a le CHIPS Act aux États-Unis, puisque le gouvernement américain a lancé un grand programme d'incentive et veut financer des entreprises des semi-conducteurs pour relocaliser leurs usines aux US. Il y a également l'acquisition de concurrents et autres entreprises du secteur, l'amélioration des technologies existantes sur les puces analogiques, et on a des tendances séculaires avec le développement du marché IoT, donc Internet of Things, des véhicules autonomes et de l'automatisation des chaînes de production, mais aussi de l'automobile, etc. Et au niveau des menaces, la cyclicité du marché des semi-conducteurs peut conduire Texas Instruments à sur- ou sous-produire et mal évaluer la demande. On l'a vu, c'est notamment l'opinion d'Elliott Management qui pense que Texas Instruments a vu trop gros et va surévaluer la demande à horizon 2026. Ensuite, on a une récession qui pourrait impacter les industries et les clients de Texas Instruments, notamment l'industrie de l'industrie et l'industrie automobile. Des risques géopolitiques avec une dépendance à la Chine, puisqu'on a vu 19% de son chiffre d'affaires est réalisé en Chine, mais la Chine veut relocaliser sa production de semi-conducteurs en interne, et également on pourrait avoir des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment sur les matières premières clés qui sont utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs. Et ensuite, on a des parts de perte de marché face à ses concurrents, potentiels et même actuels, puisqu'on l'a vu, Texas Instruments perd légèrement des parts de marché depuis 10 ans, notamment sur les puces analogiques dont elle est fortement dépendante. Malgré tout ça, on a quand même une grande douve stable chez Texas Instruments qui provient de 2 points. Le premier est un avantage de coût, puisque une puce de Texas Instruments basée sur une architecture 300 mm que Texas Instruments a développée et a été pionnier sur ce domaine coûte environ 40% de moins que ses concurrents, donc c'est vraiment colossal, et son intégration verticale lui permet de faire des économies d'échelle à tous les niveaux. Ensuite, on a des actifs intangibles, puisque Texas Instruments possède de nombreux brevets protégeant ses technologies et savoir-faire. Maintenant, passons à la checklist fondamentale et on va commencer par les produits. Premier point, les produits selon moi ne sont pas prédictibles puisque le marché des semi-conducteurs est cyclique et peu prévisible. Les produits également ne résistent pas au changement puisque même s'ils sont plus résilients que les CPU ou GPU, les semi-conducteurs dans leur ensemble sont soumis au risque de disruption. L'entreprise par contre a un fort potentiel de croissance. On l'a vu, le marché des puces analogiques a un CAGR prévu d'environ 7,2% jusqu'en 2029 et en plus on a des tendances séculaires qui portent le marché avec notamment l'accroissement de la demande pour les puces IoT, mais aussi l'automatisation de l'industrie et de l'automobile. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note standard. Le management, par contre, selon moi, a été compétent par le passé, en tout cas si on regarde la période 2006-2019, avec un track record exemplaire, une diminution de 47% du nombre d'actions en circulation et un CAGR du free cash flow par action de 17%. Le management n'est pas skin in the game puisqu'il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et également elle effectue des rachats d'actions réguliers. On l'a vu, c'est un exemple à ce niveau-là. Et au niveau du moat, de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve stable puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est également le leader sur son marché puisqu'elle est le leader mondial sur les puces analogiques, mais par contre selon moi elle ne résiste pas à la concurrence car malgré son grand moat, elle perd des parts de marché face à ses concurrents et notamment ADI, donc Analog Device. Donc si on récapitule sur tous ces points, ça nous donne une note fondamentale de 10 sur 20, ce qui est plutôt moyen. Et maintenant, passons à l'étude de la valorisation de la société. Et pour ça, cette fois, on se retrouve sur l'application IQ Invest. J'ai décidé de changer légèrement le format que je trouvais peut-être un peu trop lourd sur la valorisation. Donc ici, on se retrouve directement dans l'application pour regarder l'encart évaluation du prix. Première chose, c'est qu'on voit que la Fair Value Estimate est relativement faible, mais elle est faussée. Pourquoi elle est faussée? Tout simplement parce qu'on a une méthode de Discounted Cash Flow ici
qui est basé sur les free cash flow et qui nous donne 20 $ par action, mais on l'a vu, les free cash flow sont complètement dans les choux en ce moment pour Texas Instruments, donc cette valeur n'est pas forcément représentative de la société, puisque les free cash flow sur les 2 dernières années sont vraiment catastrophiques par rapport au reste de l'historique. Par contre, on voit qu'on a un prix de Guru Focus de 146 $, une méthode de discounted cash flow basée sur les earnings per shares à 142 $, et on a également un prix juste donné par Morningstar à 146 $. Donc le prix juste de Guru Focus serait plutôt autour des 144 $, donc on peut dire une fourchette entre 140 et 150 $ probablement. Ensuite, si on regarde les EPS, on a un PE ratio actuel de 35,9 et un PE ratio historique de 22. Donc là, on est clairement surévalué à ce niveau-là, et le tout avec un PEG de 2,32, donc vraiment très élevé. Et on voit que les EPS yield, idem, sont vraiment inférieurs à la moyenne historique. Au niveau des free cash flow, ça sert à rien de regarder parce que forcément ils sont complètement délirants puisqu'on a un price to free cash flow de 127 et des free cash flow yield de 0,78. C'est normal, les free cash flow sont dans les choux, on l'a dit. Et par contre, on a une seule métrique ici qui est dans le vert avec le ratio de dividend yield, donc qui est à 2,49% versus 2,43% sur la moyenne historique. Donc selon le dividende, l'entreprise serait correctement évaluée, mais par contre, selon la fair value, donc qui serait autour des 144 $, l'entreprise serait environ 45% surévaluée aujourd'hui, et selon le PE par rapport au PE historique, on aurait une surévaluation d'environ 62% aujourd'hui, ce qui est très élevé. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous retrouverez sur le site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition avec le lien à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou des comptes titres chez les meilleurs courtiers du marché et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour y retrouver tous les livres essentiels selon moi pour investir, et également vous retrouverez le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest tous les lundis matins à 8h sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Ceci étant dit, si on récapitule sur Texas Instruments, on a une note quantitative de 12 sur 20, une note fondamentale de 10 sur 20 et une surévaluation d'environ 45%, ce qui est très élevé. Et donc, pour conclure, Texas Instruments sur le papier est historiquement une entreprise de qualité qui subit une chute de 75% des free cash flow depuis 2022, ce qui est significatif. Elle possède un grand moat avec des fondamentaux solides mais inquiétants dans l'état actuel des choses. C'est le leader sur le marché des puces analogiques, mais elle perd des parts de marché face à ses concurrents. Elle est aujourd'hui largement surévaluée par rapport à ses niveaux historiques, donc pour moi ça va être non, en tout cas au prix actuel. L'entreprise est en difficulté et le marché ne semble pas en avoir conscience avec un PE de 36, donc plus de 50% au-dessus des niveaux historiques. Et Texas Instruments, pour moi, pourrait être un value play si elle était décotée, puisqu'elle subit des difficultés, et si le prix était en accord avec ces difficultés et que l'entreprise était décotée, ça pourrait être une entreprise intéressante si on voulait parier sur un retour de la croissance des free cash flow et une amélioration du management de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'entreprise est beaucoup trop chère, les fondamentaux sont selon moi insuffisants, elle perd des parts de marché, donc personnellement, je vais passer mon chemin. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Texas Instruments. Est-ce que vous l'avez et est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Elliott Management ou pas? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!